Invité politique ce matin, c'est Annie Genevard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, députée du Doubs, vice-présidente de l'Assemblée nationale, présidente du Conseil national des Républicains. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale. Bonjour Fabrice Vessard-Redon. Bonjour Oriane, bonjour Madame Genevard. Bonjour. EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France que vous connaissez bien, Annie Genevard, ce sont évidemment vos journaux. On commence en parlant de sécurité et de cette mobilisation des policiers qui aura lieu devant l'Assemblée nationale en début d'après-midi. Est-ce que vous serez présente à cette mobilisation ? Je serai présente. Je serai présente avec mes collègues parlementaires les Républicains parce que je crois essentiel de montrer à la police, aux forces de sécurité en général, que nous sommes à leur côté. Du reste, c'est quelque chose qui court dans l'opinion publique depuis un moment. Après la mort du policier Masson, des personnes de ma circonscription m'ont écrit en disant « il faut faire quelque chose, il faut manifester notre soutien aux policiers parce que les Français sentent bien confusément qu'il y a là un pilier de notre État républicain qui est l'objet de violences répétées, de plus en plus graves, par des individus de plus en plus jeunes. Donc il y a une menace majeure dont il faut mesurer toute l'ampleur et toutes les conséquences possibles. Et je crois utile de dire aux policiers, oui, les élus sont à vos côtés pour vous soutenir dans les épreuves qui sont les vôtres. Et ils représentent l'État doit les protéger. Ça vous fait un point commun avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui sera lui aussi présent. Ça vous surprend que le ministre de l'Intérieur manifeste sous les fenêtres de l'Assemblée nationale ? Écoutez, plus grand-chose ne me surprend du gouvernement. Donc là, on a une situation assez baroque, c'est-à-dire que des policiers manifestent pour revendiquer un certain nombre de choses, et celui auquel ils s'adressent sera parmi eux, au milieu d'eux. Donc moi, je pense que le rôle d'un ministre n'est pas de déplorer une situation avec les manifestants, il est de remédier aux problèmes. Mais est-ce que c'est pas aussi son rôle de les soutenir ? Vous dites vous-même, c'est important qu'on soit aux côtés des policiers cet après-midi. Chacun à sa place. C'est pas aussi normal qu'ils soient en soutien des policiers cet après-midi ? Il se présente comme le premier flic de France, il le dit souvent, mais en réalité, il est ministre, il est en responsabilité, il est en charge. Vous savez que le Beauvau de la sécurité qui a été relancé est boycotté par une partie des policiers. Ça veut dire qu'il y a quand même un climat qui n'est pas totalement empreint de confiance aujourd'hui. Donc, alors pourquoi il est là, Gérald Darmanin, selon vous ? Je pense qu'il ne veut pas laisser s'installer l'idée qu'il serait l'objet de revendications ou de protestations de la part des policiers. Je pense qu'il veut se prémunir de cela. Je crois, de façon générale, que le pouvoir a compris que la question de la sécurité, qui est un sujet qui a été négligé par le pouvoir depuis 2017, est devenue prépondérante pour les Français. Il n'y a pas une semaine qui se déroule, qui se passe sans que nous voyions à la télévision des images terribles de policiers pris pour cible, que nous n'entendions des faits divers abominables mettant aux prises des jeunes de plus en plus jeunes, avec souvent des coups mortels, et encore hier. Alors qu'est-ce qu'il faut donc faire, je pense que la question de la sécurité, elle est devenue majeure. Ouais. Et donc là, Darmanin sent bien qu'il ne doit pas être absent de ce théâtre d'opération. Et du coup, c'est bien qu'il s'en empare. Oui, mais chacun a sa place. Est-ce que le rôle des ministres, c'est de manifester avec les manifestants ? Je ne crois pas. C'est d'apporter des vraies réponses. Aujourd'hui, on sait que, notamment en matière pénale, le compte n'y est pas. Alors, il a apporté des réponses, Jean Castex, il y a la semaine dernière. Il a dit qu'il y aurait une augmentation des peines pour les agresseurs de forces de l'ordre, notamment. Est-ce que il n'y a quand même pas des réponses? Il y a aussi des augmentations d'effectifs, une augmentation du budget de la sécurité, une augmentation du budget de la justice. Est-ce que les réponses ne sont pas là de la part du gouvernement ? Que tout ça est tardif. Parce qu'en réalité, depuis 3 ans, les coups et blessures ont augmenté de plus de 20%. Le problème n'a pas surgi dans les dernières semaines. Le problème existe déjà depuis de nombreuses années. Ce processus-là qui atteint des proportions invraisemblable, il a commencé depuis déjà plusieurs années. Le pouvoir ne s'en saisit que trop tardivement. Vous savez, il faudra plusieurs années pour restaurer l'autorité de l'État qu'on a laissé trop longtemps s'abîmer. Vous évoquiez l'aspect judiciaire. Est-ce que et la question se pose depuis plusieurs semaines, est-ce que cette manifestation, c'est une manifestation de l'institution policière contre celle de la justice ? Alors, il y a un problème de la chaîne pénale, tout le monde le sait.
Il suffit d'interroger des policiers ou des gendarmes. Il ne faut pas bien longtemps pour qu'ils ne vous disent qu'ils arrêtent et soit la réponse n'est pas là, soit elle est trop tardive. En tout cas, d'où ce durcissement des peines annoncées. Trop de peines non exécutées, 100 000 peines non exécutées dans d'autres pays. C'est une défaite majeure de la justice. Hier, nous avons commencé l'examen du projet de loi restauration de la confiance dans la justice. Dans les discussions générales, il a été rappelé que la durée moyenne d'audiencement pour des affaires criminelles est de 40 mois, plus de 3 ans. Vous voyez, donc on a un souci manifestement avec une justice qui ne suit pas toujours et qui n'offre pas toujours les réponses que nous attendons. Alors, est-ce que le texte que vous examinez en ce moment même, il répond à ça correctement selon vous ? Écoutez, l'avenir le dira. Toujours est-il que entre le moment où le texte démarre son examen au Parlement et le moment où il sera adopté et mis en œuvre, on sera à la fin du quinquennat. Donc ça veut dire que ce problème, il aura été laissé en jachère pendant quasiment toute la durée du quinquennat. Et l'arrivée tardive du garde des Sceaux, la mise en œuvre trop tardive des mesures de durcissement, et puis des questions qui sont évacuées parce qu'elles viennent de l'opposition. La question des peines planchées que nous réclamons pour les auteurs d'actes de violence contre les dépositaires de l'autorité publique sont rayées d'un trait de plume par le garde des Sceaux qui dit ça ne marche pas. Ça me rappelle Lionel Jospin. Il vous a dit aux questions d'actualité, il a dit c'est un fiasco. Oui. Les peines planchées, c'est un fiasco. Les peines prononcées, elles sont inférieures avec les peines planchées que depuis la suppression des peines planchées. Ces points sont réellement contestés. Ce que je veux dire, c'est que il faut la certitude de la peine. Il faut que les auteurs de violences sachent que la peine est certaine, qu'elle sera exécutée et qu'elle sera rapidement exécutée. Parce que sinon, eh bien, nous assistons à un délitement de l'autorité publique qui jette un climat d'inquiétude dans la population à un niveau que nous n'avions pas connu depuis très longtemps. Et donc, vous continuez à les réclamer, ces peines planchées ? Nous continuons à réclamer des peines planchées et tous les arguments qui nous sont opposés, par exemple la question de la constitutionnalité. Je regrette, le Conseil constitutionnel avait validé les peines planchées pour les récidivistes. Donc, il y a un chemin et je trouve de façon générale que ce pouvoir est sourd aux propositions de l'opposition. Il dit en même temps, il n'y a pas de proposition et en même temps, nous ne voulons pas de vos propositions. Ce n'est pas de la bonne façon de faire de la politique et je le regrette profondément parce que c'est notre pays qui en souffre. Vous avez un désaccord sur les peines planchées avec Éric Dupond-Moretti, mais sinon dans l'ensemble, est-ce que Éric Dupond-Moretti, selon vous, s'est emparé du sujet, des sujets qui vous préoccupent, qui préoccupent les Français ? Est-il un bon ministre de la Justice ? Je trouve que il a de la voix. Là, l'avocat perce sous le ministre en permanence. Bon, il est physiquement, vocalement présent. Maintenant, ce qu'on attend d'un ministre et d'un garde des Sceaux, c'est des réponses précises, concrètes aux situations que connaissent les Français. Donc c'est à l'aune de ces propositions et de l'efficacité de ces propositions. Tout n'est pas à jeter dans la réforme qu'il propose. Il ne faut pas être caricatural, il y a des choses intéressantes, notamment sur le secret de l'instruction. Je suis un peu plus dubitatif sur les audiences filmées. Bon, ça, je ne sais pas vraiment ce que ça apportera. C'est pourtant l'une des choses que tout le monde va retenir de cette loi. Oui, mais comme toujours, est-ce que c'est pas de l'ordre un peu du gadget? Ce qu'on attend, c'est véritablement tout ce qui touche à l'efficacité de la justice, à sa rapidité, à sa certitude. Ça, c'est le noyau dur d'une réforme de la justice utile. Et du coup, quelle sera votre position sur ce texte ? Écoutez, on démarre l'examen. Donc, nos collègues spécialistes de ces questions suivent cela de près. On verra aussi comment sont reçues nos propositions. Comme je vous le disais... Il n'y a pas d'a priori négatif, vous n'êtes pas contre... Mais réformer la justice, si ça va dans le bon sens, évidemment... Vous êtes prête à voter pour ? Tout ça nous paraît encore un peu frileux, mais bon, à voir. On va parler du déconfinement, l'autre actualité, Fabrice.
Et oui, alors, c'est le jour J, hein, t'as entendu. Chez vous, est-ce que tout le monde va rouvrir? Est-ce que vous sentez les entreprises prêtes à s'investir dans cette réouverture partielle? Écoutez, je pense que beaucoup seront soulagés de pouvoir ouvrir parce que 7 mois de fermeture, c'est bien long, c'est inédit. Néanmoins, les difficultés sont là, hein. Il y a des établissements sans terrasse. Il y a des établissements très affaiblis. Ouais. Et suffisamment aidés, selon vous? Pardon. Suffisamment aidés? Soutenus? Alors, ils ont été aidés, mais comme toujours, il y a des trous dans la raquette. Hein. Il y a des jeunes qui venaient de créer leur entreprise, qui n'avaient pas de chiffre d'affaires de référence, qui n'ont pas pu être aidés. Il y a des entreprises dont la trésorerie est exsangue et qui n'ont plus les moyens d'investir, ne serait-ce que dans l'aménagement d'une terrasse. Il y a des difficultés de recrutement de personnel. C'est incroyable, mais c'est ainsi. Beaucoup d'entreprises, et notamment dans le domaine de la restauration, nous disent on peine à recruter parce qu'ils ont perdu du personnel entre-temps, parce qu'il faut remettre la France au travail et que c'est pas facile. En tout état de cause, évidemment, je me réjouis de la réouverture des établissements et des commerces. Pour ce qui concerne les restaurants et les cafés, ça fait longtemps que les Républicains nous préconisions que des mesures adaptées, sanitaires adaptées, permettent la réouverture. Donc voilà, ça finit par arriver. Espérons qu'il n'y aura pas trop de morts économiques sur le bord du chemin. Un mot sur le pass sanitaire, puisqu'il a été voté cette nuit par les sénateurs qui l'ont un peu renforcé, qui l'ont un peu encadré. Du coup, le pass sanitaire, il sera valable pour les grands rassemblements, mais pas pour les actes du quotidien. Est-ce que ça vous semble bon compromis, ou est-ce que c'est risqué sur le plan sanitaire dans cette période où l'épidémie est encore là quand même? Nous considérons que tant que la population ne sera pas vaccinée à peu près à 60%, on ne peut pas imposer le pass sanitaire partout, parce que ça voudrait dire que des gens qui voudraient être vaccinés et qui n'ont pas pu l'être se voient imposer une limitation encore accrue de leur liberté de circulation. Donc, alors, dans le pass sanitaire, on peut aussi montrer qu'on a été guéri ou présenter un test PCR. Il n'y a pas que le vaccin. Oui, mais enfin, il faut aussi traiter les citoyens de façon égale, équitable. Deuxièmement, donc ça, c'est le premier point sur le pass sanitaire. Nous avions essayé à l'Assemblée nationale d'introduire la notion de densité. C'est-à-dire 1000 personnes au Stade de France, c'est pas pareil que 1000 personnes dans une salle de spectacle. Il faut tenir compte aussi de la densité de la population. Là, il n'y a pas de jauge du tout. Pardon. Il n'y a pas de jauge du tout dans la loi. Ça vous paraît pas assez précis, pas assez clair? Il y a une jauge de 1000 personnes. Qui n'est pas inscrite, inscrite précisément. Écoutez, en tout cas, le bon sens voudrait qu'on tienne compte de la densité. Si c'est dense, c'est plus risqué que si ça ne l'est pas. Et puis, la troisième chose, le pass sanitaire n'a pas mis fin au couvre-feu. Donc, c'est un état d'urgence qui se prolonge sans dire son nom. Mais voilà. Vous êtes d'accord avec les sénateurs qui prolongent l'état d'urgence actuel jusqu'au 30 juin pour que ça colle justement à la période de la fin du couvre-feu? Oui, nous y étions favorables. On va parler des Républicains, de votre parti, et de ce qu'on peut appeler le feuilleton maintenant dans la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec un nouvel épisode hier et ce communiqué de Christian Jacob qui dit souhaiter la victoire de Renaud Muselier pour empêcher le basculement de la région au Rassemblement national. Il souhaite sa victoire, mais il n'emploie jamais le mot soutien à Renaud Muselier. Est-ce que ça veut dire que désormais, pour vous, Renaud Muselier, c'est le candidat du Front républicain et plus le candidat des Républicains? Non, Renaud Muselier, il l'a dit d'ailleurs à plusieurs reprises, appartient à notre famille politique. Dans cette affaire, nous avons eu hier au Conseil stratégique des Républicains le souci premier de clore cette séquence qui est terrible. En termes d'image, mais dont nous sommes les victimes. Qu'est-ce que vous voulez? Les hommes sont les hommes et leurs décisions, même si nous les jugeons mauvaises, quand elles sont prises, on ne peut pas toujours les empêcher. Et qui est le coupable alors, si vous êtes Donc Renaud Muselier a pris une décision dont nous lui avons dit à multiples reprises qu'elle était une décision mauvaise, et pour lui et pour sa famille politique. Pour lui, parce qu'il n'a pas fallu attendre longtemps pour qu'on voit les sondages baisser en ce qui le concerne et augmenter en ce qui concerne Mariani. Donc c'était une décision qui allait le mettre davantage en péril, qui allait l'exposer et qui a exposé inutilement sa famille politique. Donc une fois qu'on a dit ça, il faut faire preuve de responsabilité. D'abord, il fallait arrêter ce feuilleton, soutien, retrait du soutien,
puis un nouveau soutien. On pouvait et puis pas soutien. Et on pouvait pas continuer ainsi. C'est pas très clair. Voilà. Donc on clôt la séquence. C'est pour ça que le mot soutien n'y est pas, parce que dès lors qu'il était employé, ça allait relancer la machine. Mais nous sommes très clairs. Entre Mariani et Muselier, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Évidemment, nous souhaitons la victoire de Renaud Muselier. Et même ceux qui, hier, ont voté contre, je rappelle quand même que 3 membres du Conseil stratégique sur 4 ont voté en faveur de la résolution que nous avons prise, et même ceux qui ont voté contre ont dit clairement qu'ils souhaitaient la victoire de Renaud Muselier. On ne peut pas souhaiter la victoire du Rassemblement national en PACA. Ce que nous c'est souhaitons... pas si clair chez tout le monde. Il y en a dans votre parti qui disent qu'ils voteront blanc. Écoutez... Et pas des moindres, François-Xavier Bellamy, par exemple. Oui, mais ce qui est ressorti hier, y compris, je vous le dis, chez Éric Ciotti, c'est que nous souhaitions que Renaud Muselier l'emporte sur son adversaire au Rassemblement national. Éric Ciotti aussi a dit ça ? Éric Ciotti l'a dit clairement. Éric Ciotti l'a dit clairement. On ne se trompe pas d'adversaire. Nous savons où nous sommes. Maintenant, on ne peut pas valider la position qu'a prise Renaud Muselier à l'égard de La République En Marche. Et surtout, nous voulons dénoncer les basses manœuvres ourdies par le président de la République lui-même, parce que cette stratégie, elle a été décidée à l'Élysée. Pourquoi ? Pour fracturer la droite, pour affaiblir la droite, pour être seul face au Rassemblement national. Ces manœuvres-là qui nuisent à la démocratie, qui nuisent à la liberté de choix des Français, sont indignes d'un président de la République et irresponsable, parce que à ce petit jeu-là, un jour, peut-être, ce que l'on redoute se produira. Oui, mais à ce propos, puisque la question, en fait, pour PACA, c'est de savoir comment les Républicains, comme La République En Marche, font pour éviter l'élection du Rassemblement national. La question risque de se poser aussi, quand on regarde un petit peu les tendances d'opinion, dans votre région, en Bourgogne-Franche-Comté, qui est l'autre région qui peut basculer, qui peut tomber dans l'escarcelle du Front National. Qu'est-ce qui se passe ? Comment vous l'expliquez qu'il y ait des régions comme ça qui soient à portée de main du Rassemblement national ? Je pense que, enfin, je peux me tromper, parce que la science politique n'est pas toujours une science exacte. D'ailleurs, on vient d'en avoir la démonstration. Mais il me semble que Bourgogne-Franche-Comté est moins exposée à ce risque que ne l'est, par exemple, PACA. On a en Bourgogne et surtout en Franche-Comté une région très industrielle. Mais on sait que certaines catégories sociologiques sont plus, je dirais, plus perméables aux thèses du Rassemblement national. Les régions ouvrières, notamment. Est-ce que c'est un élément d'explication ? On a un candidat du Rassemblement national qui est assez grande gueule, si vous me permettez l'expression, qu'on entend beaucoup. Est-ce que ça peut laisser à penser qu'il l'emporterait ? En même temps, c'est quelqu'un qui n'est pas toujours très contrôlé non plus. Donc, je suis un peu plus réservée sur cette analyse. Il est clair que la gauche qui a gagné cette région grâce au maintien du Front National, je tiens à le rappeler quand même, la victoire de la gauche en Franche-Comté qui n'a été possible, et dans la grande région aussi, que parce que le Front National s'est toujours maintenu au second tour. C'est-à-dire mettre son bulletin pour le Rassemblement national ou le Front National, c'était assurer la victoire de la gauche. Et ce qui s'est passé... C'est une différence, effectivement, PACA est tenu par la droite et voilà. Bourgogne-Franche-Comté par la gauche. Donc, nous verrons ce qu'il en est. En tout cas, avec Gilles Platré, nous avons un candidat qui s'est clairement emparé des questions régaliennes qui sont un peu le fonds de commerce du Rassemblement national. C'est quelqu'un qui est très ferme sur les questions de sécurité, d'immigration, de cohésion nationale, de lutte contre le communautarisme, qui sont des thèmes
que le Rassemblement national, dont il n'est pas le propriétaire, la droite, et sur ces questions-là, a fait énormément de propositions. Donc Gilles Platré est bien présent. Qui ne sont pas des thèmes sur lesquels les régions ont des compétences. Est-ce que du coup, on n'est pas la sécurité, sur une élection nationale que régionale? Si, la sécurité dans les lycées, dans les transports publics, c'est une compétence régionale. Mais ça s'arrête là. Et puis, de toute façon, il y a une dimension nationale dans ces régionales. C'est-à-dire que même sur des questions qui ne relèvent pas des compétences des régions, les candidats aux régionales sont interrogés. Juste sur Gilles Platré, puisque vous en parlez, lui, il a fait le choix de s'allier avec Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan. Ça ne vous a pas gêné? Ça ne vous a pas posé de problème? Ce qui ne m'a pas gêné, c'est que Gilles Platré fasse un large rassemblement avec Debout la France, mais avec l'UDI, avec le Nouveau Centre, avec les chasseurs, avec les indépendants, avec les écologistes d'Antoine Wechter. C'est une logique de rassemblement. Moi, j'aime mieux que... Qui peut aller jusqu'à Debout la France? Les 6% de Debout la France aux dernières élections régionales, j'aime mieux qu'ils viennent, qu'ils se portent sur notre candidat plutôt qu'ailleurs. Je fais une distinction entre Debout la France et le Rassemblement national. Je pense qu'on a instruit un peu un procès en sorcellerie à Gilles Platré parce que les personnes qu'il a choisies sont des personnes parfaitement républicaines, des élus qui ont reçu l'onction du suffrage universel, donc il ne faut pas tout mélanger. Et en tant que présidente du Conseil national des Républicains, vous pensez c'est le moment de retravailler avec Nicolas Dupont-Aignan? Écoutez, on ne retravaille pas avec Dupont-Aignan. On a choisi, dans une logique de rassemblement, des candidats qui ont adhéré à ce mouvement. Mais ça veut dire qu'au plan national, il n'y aura pas de discussion avec Nicolas Dupont-Aignan? Écoutez, vous ne les souhaitez pas? Je n'en sais rien. Nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, chaque chose en son temps. Mais vous ne l'excluez pas? Pardon? Vous ne l'excluez pas? En son temps, il a été avec nous, Dupont-Aignan. Et vous souhaitez qu'il revienne? Il s'est égaré du côté du Front National. Il en est revenu. Et si on stigmatise en permanence ceux qui ont été ou qui seront peut-être ou qui voudraient peut-être l'être, il faut à un moment une logique de rassemblement. L'heure du repentir? L'heure du repentir? Je pense que Nicolas Dupont-Aignan et Debout la France, c'est un mouvement patriote. Le patriotisme n'est pas quelque chose d'insultant. Question sur Laurent Wauquiez? Ben oui, parce qu'il y a des régionales aussi en Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Wauquiez, que vous avez soutenu quand il était président de votre parti, est accusé par un des anciens préfets de la Haute-Loire, qui est aujourd'hui en retraite, d'avoir attisé le conflit des Gilets jaunes dans un livre là qui sort ces dernières heures. Vous y croyez? Je trouve incroyable qu'un ancien préfet, parce que certes, il n'est peut-être plus soumis au devoir de réserve, mais enfin, c'est assez inédit qu'un serviteur de l'État se permette de juger un élu au moment des élections régionales, de surcroît. Je trouve que c'est un manquement grave à l'éthique personnelle et l'éthique qui fut l'éthique professionnelle de ce préfet. Donc, et puis sur le fond, je pense que lorsque le mouvement des Gilets jaunes a surgi, rappelez-vous, dans sa première configuration, c'était des retraités, des petits chefs d'entreprise, des mères de famille, c'était des défilés bon enfant. Moi, je me souviens à Pontarlier, il y avait eu vraiment une manifestation des plus pacifiques et que les élus aient été à leur côté à ce moment-là n'avait rien d'indécent. C'était les classes moyennes de la France, celles qu'on a trop longtemps oubliées. Donc, franchement, il n'y avait rien d'insultant, d'indécent, d'anti-républicain à être à leur côté. Ensuite, le mouvement s'est durci et là, nous avons pris nos distances. Et je crois que c'est exactement ce qu'a fait Laurent Wauquiez dans sa région. Et on lui fait un mauvais procès au moment des régionales, je trouve ça indécent. Dernière question sur Laurent Wauquiez, est-ce que ce serait le bon candidat pour vous de votre famille politique à la présidentielle? Écoutez, dans cette question des candidatures à la présidentielle, nous avons au fond la chance à droite d'avoir plusieurs candidats de très bonne qualité qui seraient susceptibles de remplir la fonction. Peut-être est-ce aussi notre problème, parce que nous en avons plus qu'un seul. Mais Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand. Mais vous les mettez tous sur le même plan, aucun à votre préférence? Sont manifestement des gens de qualité qui ont une expérience et qui pourraient tout à fait remplir la fonction. Je me suis interdite d'exprimer une quelconque préférence
à ce stade, parce que je pense que le temps des écuries a vécu. Nous en avons éprouvé tous les désordres lors des dernières élections présidentielles. Je m'y refuse. Moi, je me rangerai, je participerai naturellement au débat sur le choix du candidat ou de la candidate, mais à ce stade, je me refuse à tout autre commentaire. Merci beaucoup. Merci Annie Genevard d'avoir été notre invitée ce matin. On regarde la une de l'Est républicain. C'est Benzema à la une de l'Est républicain, Fabrice. Ah oui, parce que ça va au-delà du sport, le retour de Benzema. Hein, je pense que ça intéresse au-delà des sportifs. Merci Fabrice. Merci Annie Genevard.